As-tu déjà imaginé vivre avec un esprit si stable que rien ne pourrait te détourner de ton chemin, où tu ne réagis pas sous l'impulsion et ne te laisses pas submerger par les émotions? Tu observes, tu respires et tu choisis avec calme une vie où tes décisions naissent de la clarté et non de la colère, où tu n'es plus l'otage de ce que tu ressens, mais le maître de ce que tu fais. Et cela, c'est une capacité que l'on peut entraîner. Les stoïciens ont été les premiers à comprendre le pouvoir des émotions et à entraîner l'autocontrôle, non pas pour devenir froid, mais pour avoir la maîtrise de ce qu'ils ressentent, pensent et font. Et aujourd'hui, tu vas apprendre à développer cette force. J'ai sélectionné 9 leçons simples et pratiques pour t'aider à entraîner ton esprit et répondre à la vie avec plus d'intelligence, et non plus par simple réaction. Tu n'as besoin que d'une seule chose, de la pratique. Et la première étape, c'est de laisser en commentaire « Aujourd'hui, j'entraîne mon esprit pour vivre le meilleur de moi-même ». Avant que l'on commence, je te demande juste 2 petites choses. Aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne. Ainsi, tu aideras ce contenu à atteindre ceux qui ont eux aussi besoin de renforcer leur esprit. Allons directement à la première leçon. Première leçon. Brise le cycle de la paresse mentale. La paresse mentale est l'une des formes les plus silencieuses d'autosabotage. Elle n'arrive pas avec fracas, elle ne provoque pas de douleur immédiate ni de destruction apparente. Elle se déguise en repos mérité, en divertissement innocent, en juste une dernière vidéo avant de dormir. C'est comme un canapé moelleux qui t'englue. Plus tu y restes, plus il devient difficile de te relever. Et petit à petit, tu arrêtes de penser par toi-même, tu cesses de questionner ce que tu consommes, et tu commences à répéter mécaniquement ce que le monde te pousse à accepter. Tu te réveilles, tu prends ton téléphone, tu fais défiler, tu regardes, tu consommes, tu réponds. Mais à quel moment penses-tu vraiment? Quand as-tu lu quelque chose pour la dernière fois et pris le temps de réfléchir profondément? Quand as-tu entendu une nouvelle et eu envie d'enquêter par toi-même? Aujourd'hui, beaucoup vivent en spectateurs de leur propre esprit. Ils réagissent à tout, mais ne choisissent presque rien. Ils reçoivent des opinions, mais ne construisent pas d'idées, attendent des réponses toutes faites, mais ne posent aucune question. Tu sais ce qui est le plus dangereux là-dedans? C'est que pendant que tu te distrais, le monde continue de te façonner. Les algorithmes décident ce que tu vois, les gros titres décident ce que tu crois, des commentaires au hasard décident ce que tu ressens, et quand tu laisses ton esprit en pilote automatique, tu abandonnes ta liberté avec lui. Sénèque disait « Rien n'est plus honorable que de bien utiliser sa propre raison ». Et encore aujourd'hui, celui qui ne s'entraîne pas à penser devient vulnérable, non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il a cessé d'exercer sa propre force. Pense à quelque chose de simple. Tu regardes une vidéo polémique et tu lances déjà un jugement. Quelqu'un te parle sèchement et tu supposes aussitôt un rejet. Tu reçois un message professionnel sans émoji et tu imagines déjà avoir fait quelque chose de mal. Mais as-tu vraiment pensé? Ou as-tu simplement réagi? As-tu réfléchi? Ou as-tu juste suivi le flot de l'émotion automatique? Sortir de la paresse mentale est un acte de courage. C'est se lever du canapé intérieur de la passivité. C'est ouvrir un livre alors que tu voulais juste faire défiler ton fil d'actualité. C'est questionner une idée même quand elle semble trop évidente. C'est arrêter de simplement être d'accord et commencer à construire ta propre opinion. Cela ne demande pas de génie mais de l'humilité. L'humilité de reconnaître que tu ne sais peut-être pas tout, mais que tu peux tout apprendre, à condition d'être éveillé. Lis, réfléchis, écris, commence à produire, à créer, à décider, car celui qui ne fait que consommer se vide, mais celui qui crée se renouvelle. Et si tu crois que penser est un fardeau, essaie donc le poids de vivre une vie que tu n'as pas choisie. Tu n'as pas besoin de devenir philosophe, mais tu dois cesser d'être manipulé. Tu dois cultiver la lucidité, retrouver ta capacité de jugement, car quand tu penses mieux, tu vis mieux. Marc Aurèle a dit « La qualité de tes pensées détermine la qualité de ta vie ». Et aujourd'hui, les neurosciences le confirment. Tes pensées construisent les chemins neuronaux de ton comportement. Autrement dit, si tu changes ta façon de penser, tu changes aussi ta manière de ressentir, de décider et d'agir. C'est pourquoi, avant de vouloir changer le monde, change la façon dont tu dialogues avec lui. Remplace le « c'est comme ça » par « pourquoi est-ce comme ça ».
Remplace le « je suis comme ça » par « qui puis-je devenir ?» Remplace le « je n'ai pas compris » par « je vais chercher ». Ne vis pas en pilote automatique. N'accepte pas de vivre comme un simple répétiteur d'idées que tu n'as jamais questionnées. Choisis d'en être l'auteur. Écris ici en commentaire « Aujourd'hui, je sors de la paresse mentale ». Commence à exercer le plus grand pouvoir que tu as entre les mains, choisir de penser et de réagir avec sagesse, car un esprit entraîné est le début d'une vie avec clarté, avec présence et avec direction. Deuxième leçon, conditionne ton esprit pour vaincre. Pense à la dernière fois où tu as essayé de retourner à la salle de sport après une longue pause. Au début, tout fait mal, le corps se bloque, la fatigue arrive vite, et chaque mouvement semble être un effort énorme. Mais si tu persistes, si tu continues à te présenter, ce qui était inconfortable devient une force. Pour l'esprit, c'est exactement pareil. Si tu ne l'entraînes pas, il s'affaiblit. Si tu ne le diriges pas, il prend le contrôle. Et quand cela arrive, tout déraille. Tu commences ta journée avec de la concentration, mais il suffit d'un message déplacé sur ton téléphone pour que tu perdes ta paix. Il suffit d'un commentaire mal interprété, d'un mauvais souvenir, et tu n'arrives plus à penser clairement. Ton esprit, laissé à lui-même, se remplit de bruit, devient réactif et émotionnellement chargé. Il devient une machine à créer des scénarios catastrophiques, à répéter de vieux schémas, à s'auto-saboter sans même s'en rendre compte. Et c'est pour cela qu'entraîner son esprit est si essentiel. Ce n'est pas penser positivement, mais plutôt apprendre à remarquer ce que tu es en train de penser et choisir ce que tu vas garder. Parce que chaque pensée que tu répètes devient un schéma, et ce schéma façonne ta manière de ressentir, de décider et de vivre. Si chaque jour tu te dis que tu n'es pas assez bon, tu commences à agir comme quelqu'un qui ne mérite pas de recevoir davantage de la vie. Si chaque jour tu nourris l'inquiétude, la comparaison et la culpabilité, ton cerveau apprend à voir du danger là où il n'y en a pas, à réagir au monde comme s'il était contre toi, même quand ce n'est pas le cas. Mais si tu choisis consciemment ta concentration, ton attitude et ta réponse, alors quelque chose change. Pas parce que le monde est devenu plus facile, mais parce que toi, tu es devenu plus fort. L'écrivaine Brianna Wiest a dit « Le moment où tu réalises que tu peux choisir ce que tu penses, c'est le moment où ta vie commence à changer. » Entraîner l'esprit, c'est exactement ça. C'est choisir ce que tu vas nourrir. Identifier les pensées destructrices avant qu'elles ne deviennent des décisions. C'est te traiter avec fermeté, mais aussi avec respect. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Mais tu dois être présent. Tu dois être le genre de personne qui, même un mauvais jour, choisit une meilleure pensée, qui observe la confusion, respire en son cœur et pense « Qu'est-ce que je peux construire maintenant ?» Est-ce que ce sera difficile? Bien sûr que oui. Mais c'est bien plus difficile de vivre prisonnier d'un esprit que tu n'as jamais entraîné. Un esprit faible abandonne vite, réagit trop et s'auto-sabote en silence. Un esprit fort, même fatigué, sait attendre, sait se reconstruire, sait avancer. Et si aujourd'hui est le jour où tu commences cet entraînement, écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je commence à entraîner mon esprit ». Parce que cette décision, simple en mots, est immense en impact. C'est ici que tu tournes la clé. Quand tu comprends que tu peux rediriger ta journée simplement en choisissant où mettre ton attention. Tu n'as pas besoin de tout contrôler. Tu dois seulement diriger ce que tu penses, avant que cela décide de la manière dont tu agis. Troisième leçon. Si tu ne diriges pas tes émotions, tu en deviens l'otage. Imagine une voiture lancée à grande vitesse dans une descente, le conducteur a les yeux fermés, les mains loin du volant, et personne ne sait quand, ni où, il va s'écraser. C'est exactement ce qui se passe quand tu remets le contrôle de ta vie entre les mains de tes émotions. Tout le monde ressent de la colère, de la tristesse, un certain degré d'envie et de frustration. Mais celui qui n'apprend pas à piloter ses sentiments finit par s'écraser dans ses propres réactions. Maîtriser ses émotions, ce n'est pas faire semblant que tout va bien. Ce n'est pas étouffer ce que tu ressens, ni te forcer à être froid. C'est avoir assez de lucidité pour reconnaître quand c'est la colère qui tient le volant, quand l'anxiété appuie sur l'accélérateur et quand la peur essaie de tirer le frein à main. C'est faire une pause avant d'exploser. C'est respirer avant de juger. C'est choisir ta réponse au lieu de répéter tes impulsions. Pense à un exemple simple. Tu rentres du travail épuisé et tu trouves l'évier plein.
Ton esprit crie « Personne ne fait sa part ici ». Et tu as envie de déverser ta frustration sur la première personne venue. Mais si tu fais une pause, que tu respires et que tu te demandes « Est-ce que je suis trop à bout pour gérer ça maintenant ? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de me disputer pour ça en ce moment ? Comment puis-je le dire pour avoir plus de résultats ? » Ce simple espace entre l'impulsion et l'action peut éviter une guerre et préserver la paix. Ou alors, ton patron te répond sèchement. Ton esprit l'interprète comme une offense. Ton ego veut répliquer. Mais si tu regardes à nouveau et que tu te demandes « Est-ce que c'est vraiment personnel ? Ou est-ce qu'il est juste sous pression à cause d'autre chose ?» C'est ce genre de lucidité qui distingue ceux qui vivent dans la tempête de ceux qui ont appris à naviguer. Comme l'a dit Naval Ravikant, investisseur et penseur contemporain, la colère est un poison que tu bois en espérant que l'autre en meure. Celui qui réagit sous le coup de l'émotion s'empoisonne de l'intérieur, même s'il pense gagner à l'extérieur. Épictète disait déjà, les émotions ne sont pas des ordres, ce sont des suggestions. Tu peux entendre la colère sans la suivre, ressentir la peur sans reculer, pleurer sans te briser. Se maîtriser, c'est de la maturité, pas de la répression. C'est choisir d'agir avec fermeté sans perdre son humanité. C'est dire « ça m'a touché mais ça ne va pas me détruire ». Tu peux être triste et accomplir quand même ton devoir. Tu peux être blessé et traiter l'autre avec dignité. Tu peux ressentir la douleur et garder quand même la tête haute. Parce que la vraie maîtrise émotionnelle, ce n'est pas l'absence d'émotion, mais la présence de conscience. Et cette conscience n'apparaît que quand tu changes ton schéma automatique. Au lieu de réagir, tu observes. Au lieu de te fermer, tu te demandes « Cette émotion essaie de me protéger, mais de quoi ?» Cette pause est l'un des outils les plus puissants qu'un être humain puisse entraîner. C'est dans cet espace que naissent la maîtrise de soi, la clarté et la véritable liberté. Ce n'est pas facile. Il y aura des jours où tu vas échouer, exploser, juger, te tromper, parler sans réfléchir. Mais cela ne fait pas de toi quelqu'un de faible. Cela fait de toi un être humain. Ce qui te rend fort, c'est de revenir chaque fois à ton centre. La liberté émotionnelle commence quand tu comprends que ressentir n'est pas le problème. Le vrai problème, c'est de réagir sans conscience, d'agir sans réfléchir, de vivre comme l'otage de tes ressentis. Tu n'as pas besoin de dominer le monde, tu as juste besoin d'apprendre à te dominer toi-même. Commente ici. Aujourd'hui, je me gouverne par le calme. Que cette phrase soit un rappel. Ton monde intérieur est le seul endroit où tu as un pouvoir total. Et quand tu apprends à commander ce monde-là, le reste cesse de te commander. 4e leçon. Adopte les habitudes mentales de ceux qui n'abandonnent jamais. Pense à un athlète qui court tous les matins avant le lever du soleil. Personne ne le voit, personne ne l'applaudit. Mais c'est dans ce silence qu'il construit ce que les autres appelleront du talent. Il en va de même pour les personnes mentalement fortes. Ce qui rend quelqu'un inarrêtable, ce n'est pas un don, une génétique privilégiée ou une série de coups de chance. C'est ce que personne ne voit, les habitudes mentales cultivées chaque jour, dans les petits choix, dans les moments où il serait plus facile d'abandonner. Ces personnes-là n'attendent pas d'avoir envie, elles créent des systèmes, elles ne vivent pas au rythme de leur humeur, elles vivent au rythme de leur discipline. Tu peux reconnaître une personne inarrêtable à ce qu'elle fait lorsque tout semble s'effondrer. Tandis que beaucoup sombrent dans la frustration, elle fait taire la plainte et se demande « Qu'est-ce que je peux construire à partir de ça ?» Alors que certains abandonnent leur plan au premier contretemps, elle inspire profondément, ajuste son cap et continue. Pas parce que c'est facile, mais parce qu'elle a compris que la constance vaut plus que l'enthousiasme. Et la différence se trouve dans les détails invisibles. Par exemple, tu te réveilles en retard, il pleut, et ton corps te supplie de rester au lit. Une personne ordinaire dira « Aujourd'hui, ce n'est pas possible ». Une personne inarrêtable dira « Ce n'est pas ce que je veux maintenant qui compte, c'est qui je suis en train de devenir ». Ou encore « Tu fais une erreur au travail, ton esprit veut te saboter. Tu vois, tu ne fais jamais rien de bien. » Mais elle répond « Cette erreur m'enseigne. Maintenant, je sais ce que je ne dois plus refaire. » C'est un entraînement mental, une musculation silencieuse de l'identité. Comme l'a écrit James Clear, auteur de Habitudes atomiques. Chaque action est un vote pour le type de personne que tu veux devenir. Et les inarrêtables votent tous les jours, même les mauvais jours, en direction de leur meilleure version.
Ils n'ont pas besoin d'être motivés pour agir, car ils ont déjà construit des systèmes qui fonctionnent même sans inspiration. Ils se traitent avec fermeté, mais aussi avec respect. Ils ne s'enlisent pas dans l'autocritique, ils corrigent ce qui doit être corrigé, sans jamais perdre de vue leurs propres valeurs. Ils se parlent à eux-mêmes comme des leaders, ni avec pitié, ni avec excuse. Dans les jours difficiles, pendant que beaucoup disent « je n'y arrive pas », eux disent « je vais le faire quand même ». Tandis que beaucoup disent « je ne suis pas prêt », eux disent « je vais commencer quand même et me renforcer sur le chemin ». Et attention, cela ne signifie pas qu'ils ne souffrent pas, bien au contraire. Mais la douleur ne les arrête pas, elle les fait grandir. Ils transforment les obstacles en exercices, et chaque défi devient une répétition de plus dans la salle de sport mental. Épictète disait « Que serait Hercule sans ses défis ?» Rien d'autre qu'un homme ordinaire qui n'aurait jamais inscrit son nom dans l'histoire. Les bons marins doivent leur réputation aux tempêtes, et les inarrêtables doivent leur force à leur capacité de réponse, avec structure, intention et concentration. Quand tu n'attends plus un environnement idéal, tu commences à créer cet environnement idéal à l'intérieur de toi. Et c'est là que tu te distingues. Beaucoup attendent que la discipline vienne frapper à leur porte. Mais toi, tu peux commencer à la semer dès maintenant, même si elle ne pousse pas du jour au lendemain. Elle commence à se construire en silence, à travers tes décisions les plus simples, répétées chaque jour. Commence à agir comme quelqu'un qui ne dépend pas de la chance, mais d'une direction claire. Commente ici en bas. Aujourd'hui, j'entraîne mon esprit comme mon outil de pouvoir le plus précieux. C'est ton esprit qui dirige ta vie, et personne qui gouverne ses propres pensées ne se laisse facilement arrêter par ce qui se passe à l'extérieur. 5e leçon. Change ce que tu crois, et tu changeras ce que tu vis. Imagine que tu sois né dans une maison avec des fenêtres sales. Tu as grandi en regardant le monde à travers cette vitre trouble, en pensant que le problème venait de l'extérieur. Mais tu n'as jamais remis en question ce qui avait déformé ta vision depuis l'intérieur. C'est ainsi que fonctionnent les croyances limitantes, des idées qui ont été plantées en toi bien avant que tu puisses choisir. Tu n'es pas doué pour ça. Tu gâches toujours tout. Tu n'as pas ce qu'il faut. Peut-être qu'on ne te l'a jamais dit avec ces mots. Mais les regards, les silences, les comparaisons et même tes propres chutes ont contribué à créer cette image de ce que tu pensais être. Le problème, c'est qu'avec le temps, ces phrases deviennent ton identité et tu te mets à vivre comme si elles étaient des vérités absolues. Tu n'essaies plus, tu ne prends plus de risques, tu n'y crois plus. Parce qu'au fond de toi, une voix répète encore « tu n'y arriveras pas ». Mais laisse-moi te dire une chose, les croyances ne sont pas des faits, ce sont des histoires que tu as acceptées et qui peuvent être réécrites. Pense à un exemple simple. Tu fais une erreur au travail, au lieu de l'interpréter comme un apprentissage, ton esprit s'emballe. Tu vois, je suis un échec. Tu reçois un compliment, mais tu le repousses aussitôt. Mais non, c'était de la chance. Ou bien on t'invite à saisir une opportunité et tu te dis « je ne suis pas assez bon pour ça ». Ces réactions te semblent naturelles, mais elles sont le fruit d'un vieux script, automatique, que tu n'as pas toujours choisi, mais que tu répètes depuis des années. Et comme toute répétition, ce script se renforce. Ton esprit, voulant confirmer ce qu'il croit déjà, commence à déformer même tes réussites pour qu'elles rentrent dans le récit de la limitation. Tu deviens prisonnier d'une histoire que tu n'as même pas écrite. Mais voici la clé. Toute croyance peut être déconstruite avec de la conscience. Commence par te demander « D'où vient cette idée? Qui m'a appris ça? Cette croyance me protège ou me paralyse? Si je n'avais pas cette pensée, qu'est-ce que j'essaierais maintenant ?» Ces questions sont le premier coup porté contre l'ancien programme, car ce qui n'est pas remis en question est perpétué. Comme le dit la neuroscientifique Caroline Leaf, tu n'es pas l'otage de ton cerveau, tu en es l'architecte. Ton cerveau change avec ce que tu répètes avec intention. Cela s'appelle la neuroplasticité. Et c'est pour cela que changer tes pensées récurrentes change aussi la structure de ton identité. Épictète disait « Ce ne sont pas les événements qui nous affectent, mais notre manière de les interpréter. » Alors, je te pose la question, qu'as-tu pensé de toi-même ces derniers temps? De tes relations, de ta prospérité, de l'argent? Parce que c'est là que se cache le véritable blocage. Ce n'est pas l'échec qui te paralyse, c'est la manière dont tu l'interprètes. Ce n'est pas le non que tu as entendu, c'est la conclusion que tu en as tirée. Et ce ne sont pas les blessures de ton enfance,
ni les mauvais exemples, ni la critique qui t'a blessé. C'est le récit que tu as construit à partir de tout cela. Reprogrammer ton esprit, c'est cesser de vivre dans l'écho de la douleur et commencer à écrire ton histoire à partir de la vérité. Tu peux commencer dès aujourd'hui. Tu peux arrêter de répéter qu'il est trop tard, que c'est trop difficile, que ce n'est pas pour toi. Tu peux remplacer le « je n'y arrive pas » par « je suis en train d'apprendre ». Tu peux échanger le « je ne suis pas assez » par « je suis en train d'évoluer ». Et non, ce n'est pas du développement personnel superficiel, c'est avoir le contrôle de soi. C'est reprendre le crayon de sa propre histoire et décider de ne plus être un personnage secondaire dans son propre destin. Commente juste en dessous « Aujourd'hui, je change mon histoire de l'intérieur vers l'extérieur ». Crois-y, parce que le monde ne change que pour ceux qui ont le courage de changer leur propre esprit. Et lorsque tu reprogrammes tes certitudes, tu transformes ta réalité. Tu cesses d'être limité par le passé et tu commences à être propulsé par ce que tu choisis de construire à partir de maintenant. 6e leçon. Va au-delà de ce que la plupart sont prêts à faire. Imagine un matin froid, ton corps lourd, le réveil qui sonne pour la 3e fois. Personne ne saura si tu te lèves maintenant ou dans 1 heure, mais c'est précisément là, dans ce moment ordinaire, que ton identité est en train d'être forgée ou affaiblie. La résistance mentale ne naît pas dans des discours enflammés. Elle naît dans ces petits affrontements quotidiens avec ta propre envie de remettre à plus tard. C'est quand tout en toi veut s'arrêter et que, malgré tout, tu te lèves. Quand la motivation a disparu et que, malgré tout, tu avances. Ou lorsque tu es fatigué, frustré, sans voir de résultat, et que malgré tout, tu fais ce qui doit être fait. C'est cela que peu de gens sont prêts à faire. Tout le monde rêve d'évoluer, mais, en réalité, peu sont prêts à cultiver la force mentale que cela exige. Parce que ça fait mal, parce que cela demande à être cultivé, nourri, arrosé et construit, alors que souvent, on nous a seulement appris à céder, à abandonner et à nous replier. Tu veux voir comment cela se manifeste dans ton quotidien. Tu promets de te lever tôt pour t'entraîner, mais la couette est chaude. Tu dis que tu vas étudier, mais ton téléphone est plein de distractions. Tu t'engages à économiser, mais voilà qu'une promotion surgit. C'est dans ces moments-là, dans ces détails, que tu révèles qui est aux commandes, la discipline ou le désir passager. Comme l'a dit Angela Duckworth, spécialiste de la résilience et auteur du livre « L'art de la persévérance », la différence entre les gens ordinaires et extraordinaires, ce n'est pas le talent. C'est la capacité de continuer quand tout est déjà devenu difficile. La résistance mentale se construit dans l'inconfort. C'est là que naissent la constance, la maîtrise et le respect de soi. Alors que beaucoup s'arrêtent à la première difficulté, les résilients prennent une grande inspiration et avancent. Pas parce qu'ils sont pleins d'énergie, mais parce qu'ils ont déjà décidé qu'ils ne vivraient plus sous le contrôle de la paresse, de l'anxiété ou de la peur. Ils comprennent qu'à chaque fois qu'ils font ce qu'ils n'ont pas envie de faire, mais qu'ils savent être justes, ils sont en train de gagner une guerre silencieuse. La guerre contre l'auto-indulgence, la guerre contre la médiocrité et contre la procrastination qui détruit des rêves prometteurs. Et il ne s'agit pas de faire l'impossible, mais de faire l'essentiel, avec constance, jusqu'à ce que cela devienne non négociable. Tu n'es peut-être pas la personne la plus talentueuse de la pièce, mais tu peux être la plus engagée, celle qui se lève jour après jour, celle qui agit même avec la peur, celle qui continue sans chercher la validation. Marc Aurèle a écrit « La vie, ce n'est pas attendre que la tempête passe, c'est apprendre à marcher au milieu d'elle ». Cette phrase est un entraînement. C'est se dire à soi-même « Aujourd'hui, ça va faire mal, mais j'y vais quand même ». C'est faire la vaisselle quand ton corps veut s'allonger, c'est étudier quand ton cerveau veut s'éteindre, c'est respirer et continuer quand la fatigue frappe. C'est ça, la résistance. C'est faire taire l'excuse, endurcir ton esprit et faire ce qui doit être fait. Parce que l'extraordinaire ne sera jamais accessible à ceux qui ne font que ce qui est confortable. Si tu veux entraîner cette posture dans ta vie, écris en commentaire. Je choisis de faire quelque chose de difficile parce que je mérite l'extraordinaire. Répète cette phrase avec sincérité. Laisse-la devenir ton nouveau standard. Parce que lorsque ton esprit apprend à ne plus céder, ton chemin apprend à ne plus s'arrêter. Et c'est là que tu deviens dangereux pour ton ancienne version. 7e leçon. La paix meurt quand l'attente grandit. Imagine que tu entres dans un restaurant, affamé, tu passes ta commande et tu attends.
Une demi-heure passe, personne ne te sert, tu t'irrites, tu te plains, tu pars frustré, avec l'impression que ta soirée est gâchée. Maintenant, imagine que tu entres dans le même restaurant mais en sachant déjà que le service est lent. Tu apportes un livre, tu commandes tranquillement, tu te détends et, quand la nourriture arrive, tu en profites sans stress. Quelle est la différence entre ces deux scènes? L'attente. Dans la vie, c'est exactement pareil. Plus tu attends des autres qu'ils agissent comme tu le veux, que le monde suive ton plan, que tout fonctionne selon le scénario de ton esprit, plus tu seras déçu. Mais lorsque tu lâches les attentes, quelque chose de puissant se produit. Tu commences à vivre avec plus de présence, plus de clarté et plus de paix. Ce n'est pas de la passivité, mais de la sagesse. La mentalité stoïcienne ne consiste pas à nier ce que l'on ressent, mais à ne pas devenir esclave de ce que l'on ne contrôle pas. Tu ne contrôles pas si l'on va te répondre avec gentillesse, mais tu peux choisir de garder ta dignité. Tu ne contrôles pas si un plan échoue, mais tu peux choisir comment réagir face à cela. Tu ne contrôles ni le passé, ni la météo, ni les décisions des autres, mais tu peux gouverner ce que tu penses, ressens et fais à partir de maintenant. C'est cela que le stoïcisme enseigne, le pouvoir de diriger ton énergie vers ce qui dépend de toi. Pense à ta journée d'aujourd'hui. Combien de fois t'es-tu senti frustré par quelque chose qui n'était même pas sous ton contrôle? Un message vu mais sans réponse, une critique inattendue ou quelqu'un qui n'a pas reconnu ton effort. Ces petites tensions te consument. Et tu sais pourquoi? Parce que tu luttes encore contre la réalité. Accepter ne veut pas dire être d'accord. Cela signifie cesser de s'épuiser pour des choses qui ne changeront pas simplement parce que tu t'es révolté. C'est utiliser ta force pour agir et non pour te plaindre. Comme l'a écrit Ryan Holiday, l'attente est l'ennemi de la paix. Ceux qui attendent trop des autres sont déçus. Ceux qui exigent trop d'eux-mêmes s'étouffent, mais ceux qui apprennent à regarder les faits avec objectivité, sans drame, se libèrent. Et cette liberté se construit peu à peu. Elle naît quand tu filtres tes pensées avant qu'elles ne deviennent des vérités. Quand tu respires profondément avant de répondre sur un coup de tête, et quand tu te souviens chaque jour que ta paix vaut plus que d'avoir raison, que de gagner une dispute ou de maintenir un contrôle qui n'a jamais existé. Marc Aurèle disait « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. En prenant conscience de cela, tu trouveras la force. » Et c'est cela, la base de l'esprit stoïcien, la liberté intérieure. La liberté de ne pas être entraîné par les émotions des autres. La liberté de ne pas tomber dans des pièges émotionnels, de garder le cap sur ce qui construit et non sur ce qui épuise. Commente ici en bas. Mon pouvoir réside dans ce que je choisis de penser. Parce que dans un monde où tout change, où les gens déçoivent, où les plans échouent et où les émotions vacillent, celui qui gouverne son propre esprit devient inébranlable. Et c'est cela le véritable bouclier stoïcien. Non pas l'indifférence, mais la lucidité. Non pas le contrôle du monde, mais la maîtrise de soi. 8e leçon. Sans direction, il n'y a pas de progrès. Sénèque disait « Aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait pas où il veut aller ». Et c'est peut-être pour cela que tant de gens se sentent épuisés, même sans avoir bougé. Tu te réveilles, tu attrapes ton téléphone, tu te perds dans les messages, tu éteins des incendies toute la journée et, à la fin, tu as l'impression d'avoir simplement survécu. Il manquait une direction, il manquait de la concentration et il manquait du discernement. C'est pourquoi voici une pratique stoïcienne simple pour entraîner ton esprit chaque jour. Choisis un mot, un seul, mais qu'il définisse clairement la personne que tu veux devenir. Ce mot sera ta boussole quand tout autour semblera chaotique. Il te rappellera ce qui compte, même quand le monde voudra t'emmener dans la direction opposée. Marc Aurèle faisait cela. Il se guidait avec des mots comme honnête, droit, modeste. Pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il savait où il voulait aller. Ce mot fonctionnait comme un rail, gardait son esprit sur la bonne voie, même quand tout menaçait de dérailler. Maintenant, réfléchis. Si ton mot était discipline, peut-être aurais-tu dit non à cette distraction. Si c'était présence, peut-être aurais-tu éteint ton téléphone pendant cette conversation importante, ou si c'était tempérance, peut-être aurais-tu respiré avant d'aller trop loin. Ce mot n'est pas un porte-bonheur. Il n'a de pouvoir que lorsqu'il devient un filtre, lorsqu'il devient une réponse. Quand tu commences à te poser cette question,
Est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de la personne que je veux devenir? Écris ton mot, garde-le en vue, répète-le, transforme-le en critère pour tes décisions et tes actions. Car un esprit entraîné est un esprit qui a une direction et qui la suit, même quand tout essaie de l'en détourner. Maintenant, écris en commentaire quel sera ton mot et engage-toi envers lui comme quelqu'un qui choisit une nouvelle destination. La différence entre une semaine ordinaire et une semaine de transformation, c'est souvent cela, avoir une direction. 9e leçon. Une nouvelle attitude peut changer la donne. Sénèque disait « Tu dois changer d'esprit, non de lieu, car tes défauts te suivent partout où tu vas. » Et c'est exactement ça. Tu peux changer de ville, d'emploi, de relation, mais si tu ne changes pas ta façon de penser et de réagir, le chaos continuera de te suivre. Pense à une personne qui déménage en cherchant la paix, mais très vite, le désordre émotionnel réapparaît. Une autre met fin à une relation et entre aussitôt dans une nouvelle, répétant les mêmes disputes. Ou encore, elle change de supérieur, mais continue à se plaindre de la même pression. Le décor change, mais le scénario reste le même, parce que le problème ne venait pas de l'extérieur, mais de l'attitude avec laquelle elle affrontait la vie. Comme disait Sénèque, la maladie suit le malade. Autrement dit, si tu ne fais pas le ménage à l'intérieur, la saleté reviendra à l'extérieur. Changer d'attitude, c'est arrêter de rejeter la faute sur l'environnement et commencer à regarder à l'intérieur de soi. C'est reconnaître que peut-être, ce qui te bloque, ce n'est pas la circulation, le patron ou la routine, mais la façon dont tu réagis à tout cela. James Clear, auteur des Habitudes atomiques, a écrit « Tu ne t'élèves pas au niveau de tes objectifs, tu tombes au niveau de tes systèmes. Et le premier système que tu dois ajuster, c'est ton attitude, ta manière d'agir, quand tu es fatigué, frustré, critiqué, ignoré. Pas besoin de révolution. La plupart du temps, changer d'attitude, c'est faire la vaisselle même sans en avoir envie, répondre avec calme à ce message sec, respirer avant de réagir, dire non avec fermeté, sans culpabiliser ensuite, ne pas traîner toute la semaine en attendant simplement le vendredi pour enfin vivre vraiment. Ces petits choix construisent la force mentale que tu cherches tant à l'extérieur. Et un jour tu te rends compte, ce n'est pas le monde qui a changé, c'est toi qui as appris à diriger ton propre esprit. Si c'est cette force que tu veux construire dans ta vie, écris en commentaire « Je choisis de changer d'attitude ». Parce que ce choix peut sembler petit, mais il change tout. Ta concentration, ton énergie et tes résultats. Et surtout, il change la façon dont tu te vois toi-même. Si cette vidéo a résonné en toi, aime-la, partage-la et abonne-toi à la chaîne. Merci d'avoir regardé.